Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis, qu'on retrouve évidemment sur gillesparent.com et également la plupart des applications, dont Spotify, qui est toujours un très gros vendeur. Aujourd'hui, on va plonger dans une des affaires judiciaires les plus fascinantes, les plus troublantes aussi de l'histoire récente du Québec, la saga du juge Jacques Delisle. Pendant plus d'une décennie, cette affaire a tenu le public en haleine. Un juge à la retraite accusé de meurtre de son épouse, des revirements spectaculaires, des erreurs d'experts, des appels, des libérations, un système de justice mis à nu, sous nos yeux, presque à tous les jours. Mon invité, Catherine Lamontagne, est journaliste d'enquête au Journal de Québec et au bureau d'enquête de Québecor, a couvert cette saga du tout début à la toute fin. Elle a publié un livre coup de poing sur cette histoire hors norme, mais aussi sur les coulisses du métier, la patience, la rigueur et parfois la solitude que demande une couverture de longue haleine. Avec Catherine, on revient sur à peu près tout ce qu'on voit jamais derrière une manchette. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue. Merci de me recevoir. Écoute, ça me fait plaisir. Je veux qu'on commence par ton parcours parce que faut que j'explique aux gens que j'ai eu le bonheur de te voir plus jeune, avant, démontrer des intérêts pour le journalisme, puis à te voir aller aujourd'hui jusqu'à Caroline, t'as réalisé en fait ce que tu voulais faire. Ben oui, vraiment. Puis en fait, cette passion-là pour les médias, le journalisme, les entrevues, ben ça vient un peu de toi. Tu sais, force est de constater, c'est moi je suis tombée dans ce bain-là quand j'avais 18 ans, dans des drôles de circonstances. Oui, mais on a fait de la radio presque improvisée, puis mais je voyais que t'avais le talent. Je me rappelle t'avoir dit, lâche pas si t'aimes ça, si ce que tu veux faire, ça va marcher. Ouais, exact. Puis ça a fonctionné, mais en fait, je pense que tout était là, c'est un domaine qui vient répondre à tout ce que j'aime dans la vie, à commencer par les humains, tu sais. Les humains, leurs histoires, les rencontres, exact. Ouais. Comment t'es arrivé au Journal de Québec? Écoute, moi, je suis arrivée au Journal de Québec à l'automne 2009. J'avais complété un stage à TVA dans les mois précédents. Puis, moi, si je voulais vraiment faire du journalisme écrit, là, c'est ça que je voulais faire. Okay. Puis, à l'automne 2009, ils cherchaient une surnuméraire. Donc, tu sais, quelqu'un qui fait des fois 70 heures, des fois 10 heures le soir, les fins de semaine. Mais c'est une porte d'entrée. C'est une excellente porte d'entrée, ouais. OK. Donc, là, t'as cette opportunité-là. Quand tu dis je voulais faire de l'écrit, est-ce que t'aurais pu faire, t'as fait un peu d'oral aussi, de radio? Ben, écoute, là, moi, à l'université, mettons, là, j'avais fait de la radio, j'avais fait un petit peu de télé, justement, avec un stage à TVA. J'avais travaillé un peu à TVA, mais ce que je voulais faire de l'écrit, là. Je voulais travailler pour le Journal de Québec. Qu'est-ce que ça change, le fait d'être au bureau d'enquête? C'est une demande de ta part ou on te demande, je veux savoir comment t'es arrivé là? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, dans le bureau d'enquête, je pense. Ouais, puis il y a beaucoup d'années aussi, là. Moi, je suis rentrée au journal en 2009, mais j'ai joint le bureau d'enquête en 2021. Donc, en 2009 puis 2021, j'ai fait des faits divers, des faits judiciaires, j'ai fait de la politique aussi. J'ai fait beaucoup de terrain, j'ai fait des enquêtes, mais en 2021, j'étais vraiment mûre pour un nouveau défi. Okay. Et il y avait besoin de bras au bureau d'enquête. Donc, c'est à partir de ce moment-là là, que j'ai joint l'équipe. Tu as levé la main ou c'est comme s'il y a des postes ouverts? Comment ça marche? Ben, j'ai levé la main. T'as annoncé que si ça arrive, j'aimerais ça, c'est ça? C'est ça. J'étais vraiment rendue là. Puis dans ma carrière aussi, j'avais fait des dossiers qui étaient plus fouillés, qui étaient moins du quotidien. En fait, j'avais déjà mené différentes enquêtes. T'avais une bonne carte de visite, dans le fond. Ouais, puis là, j'étais prête à ne faire que ça, en fait. Qu'est-ce que t'aimes le plus de ça, de l'enquête, par rapport à ce que t'as fait 10 ans de temps avant, là? C'est le temps. J'aime le temps qu'on a en enquête. Le journalisme, comme dans plusieurs domaines, là, ça va vite, hein. Surtout avec les nouvelles en continu, avec X, avec les réseaux sociaux, avec. Faut que tu nourrisses la bête tout le temps. Tout le temps. Alors qu'en enquête, bien sûr qu'on nourrit la bête là, puis qu'on fait des enquêtes à court, moyen et long terme, mais on est quand même dans surtout au bureau d'enquête de Québecor là, on a vraiment le luxe du temps. On peut se poser des questions, on peut prendre un pas de recul. On travaille beaucoup en équipe. Ah, ça doit être le fun. Exactement. Une équipe de journalistes qui sont issus du Journal de Montréal, Journal de Québec, TVA. Il y a des recherchistes aussi qui sont rattachés à QMI. Donc, on a une espèce de bébite, en fait, là, qui mettent toutes nos connaissances à profit pour faire débouler des bonnes enquêtes. Donne-moi un genre d'exemple, c'est-à-dire quand il y a 2-3 tâches, il y a des dossiers qui arrivent. Comment ça marche? Est-ce que toi tu dis ou quelqu'un qui te connaît bien va dire Catherine, ce serait pour toi ça ou comment ça marche? Ben, grosso, les deux là, les deux. À la base des journalistes. Tu peux lever la main, tu peux dire ça, j'aimerais ça, me semble je serais Ben oui, puis les journalistes du bureau d'enquête aussi ont tous leur réseau de contacts, ont tous aussi leur domaine de prédilection. Tu sais, moi je suis beaucoup affaires judiciaires, criminelles, police, bandits, mais j'ai d'autres collègues qui sont plus axés sur la politique, j'ai d'autres collègues qui sont plus axés sur la consommation,
questions, sur des questions internationales aussi. Donc, tout le monde a un peu son bassin de contact aussi. Donc, c'est très rare qu'en meeting, on arrive le matin puis que personne n'a rien à dire. Là, tout le monde travaille sur des sujets tout le temps. La question, c'est pas est-ce qu'on a quelque chose sur quoi travailler aujourd'hui, c'est sur quoi on va travailler aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va prioriser, parce que il y en a beaucoup dans notre cours. C'est-tu un genre de journalisme qui peut, par définition, des fois, rien donner? C'est-à-dire que tu travailles beaucoup, puis là, soit que tu peux pas, ou ça donne pas ce que tu pensais. Ouais, c'est vraiment ingrat, le journalisme d'enquête pour ça, parce que... t'as mis 40 heures, puis finalement, on publie pas parce que X, Y raison. Exactement. Elle peut être judiciaire aussi, elle peut être plein de raisons. Bien sûr que ça arrive, ouais. Ça, c'est un peu frustrant, j'imagine. Ben, c'est frustrant, mais ça fait partie de la game, dans le sens que nous, notre travail, c'est de faire éclater la vérité, de faire éclater une nouvelle. Donc, si en bout de ligne, on l'a pas la nouvelle ou qu'on l'a pas la vérité, ben, il y a plus rien à écrire. Est-ce que pour un journaliste, mettons, qui je pense pas que c'est ton cas parce que tu travailles beaucoup en équipe, mais qui triperait sur sa carrière, le fait d'être d'un bureau d'enquête, c'est comme si ça noyait le poisson un peu, t'es moins front, là. Je pense pas que ça te dérange, là, mais, tu sais, un Régent Tremblay aurait de la misère, tu sais, parce que, tu sais, il y a un ego large, là. Mais le fait de travailler en équipe, mais en même temps, moi, je vois le beau côté, tu travailles ensemble, puis tu te protèges, mais il y a des moments où t'es moins dedans, puis l'autre va te tirer, tu sais. Mais je peux pas parler pour Régent Tremblay. Non, mais... ben non. Mais c'est un exemple que, tu sais, lui-même rirait, là. Mais moi, je suis vraiment une fille d'équipe, puis c'est une chance inouïe, là. Je veux dire, au bureau d'enquête, on a Félix Seguin de TVA, là, tu sais, c'est une espèce de bible, là, ce gars-là, là. Puis je peux penser à Éric Thibault aussi, là, du Journal de Québec, qui est maintenant Journal de Montréal, mais qui est aussi, là, moi, je l'appelle l'expérience, là, tu sais, ce gars-là, il a une connaissance incroyable sur le crime organisé. Donc, c'est sûr que de travailler ensemble, ben, ça nous donne une force de frappe, puis ça permet à des gens qui ont moins de connaissances dans un domaine X ou Y, ben, d'en acquérir ou de s'entourer de gens qui en ont. As-tu appris des choses sur toi, sur comment gérer la pression? Parce qu'il faut le vivre parce que tu as eu des dossiers qui sont devenus gros, qui sont devenus publics. On parle du juge de Lille, on va parler tantôt, mais comment tu t'es trouvé à apprendre à gérer une pression plus énorme, puis je dirais une publication plus large aussi? Ben, je gère ça très mal. Vraiment, là, j'ai de la misère à gérer ça. Comme genre, tu dors mal à ce point-là? Ah ouais, 100%. Parce que veux pas, tu sais, moi je suis une journaliste quand même de trip, là, j'ai envie de te dire, là, quand je me lance dans un dossier, j'y vais vraiment à fond. Ça m'habite, pas que je me laisse embarquer puis enivrer ou tu sais par l'histoire, mais ça vient me chercher, je prends ça à cœur, j'ai envie de bien travailler, je suis extrêmement rigoureuse. Donc c'est sûr que la veille ça m'est arrivé d'ailleurs là, hier, là, ce matin on sortait une histoire là sur 2 individus accusés dans le cas c'est une histoire en Mauricie, là. Dans le fond, il y en a un des deux qui a soufflé dans l'antidémarreur éthylométrique d'une dame qui est en état d'ébriété, qui a pu prendre son véhicule et qui est décédée. Oh. Donc, il y a des accusations qui ont été déposées là-dedans ce matin. Donc, c'est sûr que moi, hier, quand je me suis couchée, je dormais pas bien, là. Tu sais, dans le sens où comment ça allait sortir ou quoi? Comment ça allait réagir? C'est juste que je sais que c'est une grosse nouvelle. On expose les gens. Bon, maintenant, la justice, c'est public, là. Mais j'ai toujours une fébrilité, moi, par rapport à ça. OK. Y a-tu des leçons déjà? T'es pas vieille, là, mais des leçons que t'as apprises là-dedans à travailler dans le milieu? Ben, je pense que il faut être patient. Quand on travaille en enquête, là, tu sais, des fois on aimerait ça que tout déboule rapidement, mais ça prend du temps, ça prend des vérifications. Puis je pense que la patience et la rigueur, c'est 2 outils qui peuvent être très 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 utiles. Est-ce que je me trompe, Catherine, si je pense que c'est pas pour des jeunes de 21 ans, en début de carrière, faire de l'enquête? Mais je dis pas que tu pourrais pas, là. Je dis juste, probablement que t'as été plus à l'aise, toi, d'avoir fait du journalisme avant. Mais peut-être qu'il existe à quelque part un jeune prodige de 21 ans qui a tout ce qu'il faut, là, pour faire du journalisme d'enquête. Mais dans ce qui t'entoure dans le bureau d'enquête, c'est quoi? C'est plus du 30-40 ans? Ouais, j'aurais envie de dire ça. Les recherchistes sont un petit peu plus jeunes. Mais c'est surtout, je pense que, ben, tu sais, le journalisme, là, oui, là, il y a des certificats, il y a des bacs, il y a des maîtrises, là, mais il faut beaucoup de terrain. Tu sais, puis c'est un carnet d'adresses, puis des connaissances générales, puis des suivis de dossiers, ça s'apprend pas à l'université. Fait que je pense que forcément, tu sais, moi, ça fait plus de 15 ans là, que je suis au Journal de Québec. Donc, c'est sûr que cette expérience-là vient avec un bagage qui permet d'avoir plus d'idées, plus de contacts, plus... Bon, donc c'est plus utile d'avoir une certaine expérience de vie. Puis, j'imagine que d'être assez juste
auprès de tous ceux avec qui tu parles, tout ça, c'est plus facile à gérer après. Tu sais, je disais, dans le sens où, quand j'étais à la radio, je dis, si vous dites des choses qui sont pas vraies, juste pour bien paraître ou pour être à la mode, à un moment donné, vous allez être mêlé pour savoir qu'est-ce que j'ai déjà dit. Tu comprends? Si t'es pas vrai, si tu dis pas la vérité, si t'es pas, je sais pas, transparent, j'imagine que ça peut être difficile après à gérer. Est-ce que t'aimes, toi, être le plus juste possible avec les intervenants, tout ça? Ben, en fait, c'est la base même du journalisme. Moi, je suis pas chroniqueuse, je suis pas Non, animatrice. Moi, je suis journaliste. Mon travail, c'est de rapporter la nouvelle, d'aller voir les deux côtés de la médaille, de déterrer tous les angles et de rapporter de rapporter fidèlement, la nouvelle le plus fidèlement, possible. Je comprends. Ouais. Mais des fois, juste par une omission, t'enlèves quelque chose ou tu le mets pas, c'est comme une décision, tu comprends? Tu fais toujours des choix quand dans le fond. Ouais, mais tu sais, on essaie quand même d'être équitable. Non, ouais, ok. Ouais. Non, mais je doute pas. Je dis juste que c'est un questionnement fréquent, est-ce que tu es obligé de... Mais dis-moi, est-ce que pour les jeunes, tu peux commencer de même, tu sais, tu nous as parlé un petit peu tantôt, mais suggérerais-tu à un jeune qui viendrait te voir, parce que c'est toi maintenant qui est moins jeune, qui pourrait avoir une rencontre comme on a eu, puis qui dirait, je voudrais juste faire de l'enquête, serais-tu porté à lui dire, commence à faire d'autres choses avant? Est-ce que tu lui dirais ça? Ouais, ça serait vraiment, je pense que pour plein de domaines, c'est ça, là, mais clairement, tu sais, de faire du terrain, de toucher à différents domaines aussi, là, que ce soit du judiciaire, du criminel, mais ça peut être aussi de la politique, ça peut être de l'environnement, ça peut être, il y a tellement de, tu sais, de se faire un grand bassin pour pouvoir mieux le fouiller après. On va arriver au livre parce que la couverture de la saga de l'île, pour toi, c'est combien de temps de ta vie? C'est tout le long ou dès le début ou t'as jamais? Mais moi, je suis embarquée en 2012. Quand le procès a commencé. Ouais. À ce moment-là, j'avais pas de chum, pas d'enfant, pas de maison, j'avais rien, là. Puis là, mes 2 enfants sont à l'école primaire. OK. Fait que tout ça s'est fait avec un bon chum, j'imagine. Vous avez travaillé en équipe. T'as pas le choix, là. T'as pas le choix. Mais écoute, c'est intense. Mais d'abord, et quand tu commences à couvrir de l'île, tu sais pas que ça va durer longtemps de même. Tu sais, tout ça... Jamais. Et puis de l'île, écoute, là, ça se reprolonge en 2012. Là. Moi, en 2012, je suis une bébé journaliste. Ça fait 3 ans à peu près que je travaille au Journal de Québec. J'ai même pas de poste encore. Okay. Puis ça devait faire quelques mois à peine là que j'ai été affectée à la couverture des affaires judiciaires. Donc, mon bureau était au Palais de justice de Québec, puis je couvrais là les... Puis le drame arrive, c'est ça? Dans le fond... Non, le drame est arrivé avant. OK, je me rappelle plus des dates. Là. Le drame est arrivé en 2009. OK. Mais là, en 2012, c'est le procès qui s'ouvre. Qui commence, OK. Moi, des procès, j'en avais fait très peu, là. Donc, c'était mon premier vrai gros procès. Puis là, c'est pas le procès de n'importe qui, là. C'est un procès d'un juge à la retraite de la cour d'appel qui est accusé de pas n'importe quoi. Il est accusé du meurtre prémédité de sa femme. Et ça s'était jamais vu au Canada. Et c'était possiblement même une première en Occident. Donc, à 25, 26 ans, moi, je lève la main puis je dis à mon boss, je le ferai, moi. Je le ferai. C'est ça que t'as dit? Oui, absolument. Absolument. Puis mon boss qui m'a... C'est-tu surprise de dire ça? Tu dis soir en disant, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais c'est parce que j'étais vraiment pas la plus expérimentée en affaires judiciaires à l'époque. Là, faut dire que j'avais notamment ma collègue Kathleen Frenette, là, qui est décédée aujourd'hui, là, qui était vraiment notre leader, là, j'ai envie de dire, dans les affaires criminelles. Puis Kathleen, elle faisait d'autres choses à ce moment-là. Fait que bref, je me suis risquée, ça me tentait. J'avais vraiment envie de couvrir ce procès-là. T'as jamais regretté? Jamais. Ben non, jamais. Quand le livre arrive, moi, je me pose la question, c'est une curiosité, mais c'est mon métier aussi, journaliste, parce que j'ai fait plus de la radio, là, mais j'ai étudié en journalisme, ça, je vous l'ai dit. Dans notre milieu, pas tant de monde qui ont étudié directement en journalisme en radio, tu sais, c'est plus freelance un peu, il y a beaucoup de monde qui a appris sur le tas, puis c'est pas mauvais, il y a beaucoup de gens, je pense à Stéphane Bureau, qui ont des carrières remarquables quand même. Mais est-ce que toi, t'avais, sans avoir un but de faire un livre, mais garder tes notes, avais-tu tout gardé? Pas mal. Le livre, là, c'est un projet en 2 étapes, hein, parce que en 2012, il y a le procès. Jacques Delisle est reconnu coupable de meurtre prémédité, et il n'a pas témoigné pour sa défense à ce moment-là. Donc, quand le procès se termine, moi, je me dis, crime, il me semble que j'irais lui parler, moi, à Jacques Delisle. Je voudrais savoir ce qu'il aurait à dire. J'aimerais ça aller le voir en prison. Puis là, on sait que déjà là, il va contester en cour d'appel. On sait déjà qu'il clame son innocence. Et j'avais proposé un premier projet de livre par rapport à ça. Et en 2014, le dernier procès, l'affaire Delisle, la première édition, si vous voulez, est sortie avec justement le contenu de 2 entrevues que j'avais faites avec Monsieur Delisle au pénitencier. Mais en 2014, quand le livre sort, là, où on en est rendu dans ce processus-là, c'est qu'il a été reconnu coupable. Il a tenté de faire casser le verdict à la cour d'appel, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont adressés à la Cour suprême qui n'a pas voulu se pencher là-dessus. Et là, on sait qu'il y a un plan de s'adresser au ministre de la Justice pour essayer de démontrer qu'on est victime d'une erreur judiciaire. Ça se parle déjà, donc 2 ans après. Ça se parle, mais c'est nébuleux, on ne sait pas trop quoi. Puis là, le livre sort. Mais là, après ça,
ça part, là, dans le sens que ça a duré une autre décennie, l'affaire de Lille. Ça s'est pas arrêté là. Donc, au bout de cette décennie-là, en fait, durant toute cette décennie-là, en effet, j'avais gardé toutes mes notes, mes extraits d'entrevues, parce qu'il y a eu énormément de rebondissements là, pendant la décennie suivante. Donc, j'avais gardé tout ça pour en arriver à un point où, en 2024, quand le dossier est vraiment fini, là, j'avais envie de faire un nouveau livre ou de rééditer le premier livre pour avoir vraiment le contenu complet là, de cette saga. Est-ce que y a-tu un moment dans ta couverture où tu t'es dit là je couvre quelque chose qui risque d'être gros là. Tu sais, tu savais que le drame avait été gros, mais en travaillant, est-ce que même si t'étais jeune, tu te dis tabarouette? Ben rapidement, dans les premiers, au premier jour du procès, c'est parce que au premier jour du procès, en l'intérêt 2012, d'abord, juste en partant, l'intérêt médiatique. La salle est pleine, il y a les médias de Montréal qui sont débarqués, tu sais, fait que là, mon Dieu, tu sais, il y a quelque chose qui se passe déjà là, et je vais me souvenir toute ma vie là, moi quand le procureur de la couronne fait son exposé là, tu sais, donc le procès commence, puis on met la table. Voici ce que je vais vous présenter, et là, Maître Steve Magnan à l'époque, qui est rendu juge aujourd'hui, qui dit écoutez, nous, la prétention de la couronne, c'est que Jacques Delisle a assassiné sa femme pour rejoindre sa maîtresse de 20 ans, sa cadette. Donc là, bang! Tu sais, déjà qu'un juge soit accusé de meurtre, là, qui mènerait une double vie. Et là, du côté de la défense, on a une position qui est complètement différente. C'est que Jacques Delisle n'a rien à voir dans ce décès-là. Et Nicole Rainville, qui aurait plutôt été suicidaire et aurait mis fin à ses jours. Donc, dès le jour 1, on comprenait là, qu'on avait deux théories qui étaient aux antipodes et que ça deviendrait une guerre d'experts qui s'est étirée pendant presque 15 ans. Quand t'as voulu aller en prison, t'étais capable de faire les entrevues, si je comprends bien? Oui. Bon. Puis est-ce que ces entrevues-là, tu as eu l'impression qu'il y a des révélations qui ont servi? Mais l'entente que j'avais, moi, quand j'étais allée en prison, d'un, j'étais jamais allée en prison. Hein. C'était une première. Personne souhaite ça, Catherine Allen. Non, mais même, il y a des journalistes aussi qui vont en prison quand même, là. Pour moi, c'est une première. Puis on se souvient que j'étais encore un bébé journaliste à cette époque-là. Donc, j'arrive à Saint-Anne-des-Plaines, avec mon courage. Mais, à cette époque-là, vu qu'il y avait dans l'air tout le processus de demande de révision ministérielle, là, qui était là, l'entente qu'on avait, c'est qu'on pouvait parler de tout, sauf des événements du drame. Donc, fait que je pouvais parler, moi, de la carrière de Jacques Delisle. Je pouvais parler avec lui de sa carrière, sa famille. Comment il se sent aujourd'hui, tu peux-tu? Oui, okay, comment il se sent, comment il a vécu le procès, qu'est-ce que ça lui a fait que la Cour d'appel a pas voulu se pencher là-dessus, en fait, elle a refusé d'ordonner un nouveau procès, que la Cour suprême a refusé de se pencher là-dessus. Comment il a vécu ça, le regard des autres, ses enfants. Fait qu'on a parlé de tout ça. Donc, c'était quand même beaucoup de substance. Mais on n'a pas parlé du matin du drame, et on va comprendre pourquoi. Parce que en 2015, Jacques Delisle va révéler une nouvelle version des faits qui n'avait rien à voir avec celle qui a été présentée au procès en 2014. Et là, donc, visiblement, on se gardait là, de commenter ce qui est arrivé avant ce moment-là. Quand tu sais que l'histoire va être grosse, est-ce que tu fais plus attention de pas te tromper? Est-ce que ça te joue pas dans la tête, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais que c'est gros, tu sais que c'est couvert, tu sais que c'est le juge, tu sais qu'il doit tout surveiller. Est-ce que tu as l'impression que tu travailles avec plus de minutie? Mais c'est cliché comme réponse, mais je travaille tout le temps avec autant de minutie. Là. Le juge de Lille, c'est vrai que c'était une histoire énorme, mais je fais des plus petites histoires qui m'empêchent de dormir pareil. OK, là. Je comprends. C'est vraiment un devoir de rigueur qui m'habite et qui me stresse malheureusement au quotidien. Quand tu as un dossier comme ça, est-ce que la relation avec la famille, les procureurs, c'est plus difficile? Parce que dans le fond, toi, c'est là que tu vas chercher de l'info, outre ce qui se passe quand la cour est là, mais en dehors c'est pas en cours tout le temps. Quand tu regardes 10 ans, là, tout se passe dans les relations. C'est à géométrie variable. J'ai eu généralement des très bonnes relations avec les acteurs officiels. Là. Je pense au procureur de la couronne, les avocats de la défense. La famille. Mais la famille, c'est ça. C'est que la famille, faut se mettre à leur place. Ils sont dans une position vraiment inconfortable. D'ailleurs, d'abord, là, dans un palais de justice, quand les journalistes couvrent une cause judiciaire, on n'a rarement, sinon jamais, accès à l'accusé et à sa famille. Souvent, on va parler à la famille de la victime ou à la victime. Ou à son avocat, ou à son avocat, évidemment. Alors que là, dans le procès de Lille, la famille de la victime et la famille de l'accusé, c'est la même. Et la famille de Jacques Delisle se range derrière Jacques Delisle. Donc, la famille est convaincue que Nicole Rainville n'a pas été victime d'un meurtre, là, qu'elle a mis fin à ses jours. Donc, il y a cette espèce de position un peu intenable là, au palais de justice où eux, ils sont là toujours
pour supporter leur père. Puis on peut les comprendre que ça leur faisait pas plaisir là, que cette affaire-là soit autant médiatisée. T'as jamais eu de pression pendant que t'écrivais, mettons, sur le juge de Lille, de slacker à pédale un peu en voulant dire... tu sais, quelqu'un qui dirait, ben là, va pas trop là-dedans, ou tes patrons, ou non, hein? Non, tant que c'est d'intérêt public. Ouais, c'est ça. Tant que ça demeure d'intérêt public, il n'y a pas raison de mettre des barrières. Est-ce que cette affaire-là, t'as appris des choses que tu connaissais pas dans le monde judiciaire? Parce que il reste une question, je l'ai pas dit encore, mais il reste une question que moi j'ai entendu beaucoup, je me dis c'est une question légitime, mais la réponse probablement existe probablement pas clairement. Plusieurs ont dit, si ça avait pas été juge de Lille, si l'histoire était pas aussi folle, puis inimaginable, puis unique, singulière, ça aurait peut-être pas duré, il y aurait peut-être pas eu 2, 3 procès, puis 10 ans, puis 20 ans. Est-ce que tu as l'impression que tout étant plus gros, ça a contribué à étirer l'affaire? Ben, je pense que... Au rebondissement, mettons, là. Mais je pense que le statut de Jacques Delisle a probablement joué dans cette affaire-là, mais pour des raisons différentes. D'un côté, il y a des gens qui disent ben là, il est juge, ça avait été un plombier, il aurait jamais eu un nouveau procès, il aurait jamais pu sortir de prison, tu sais, il serait encore en prison aujourd'hui, blablabla. Mais de l'autre côté, son avocat va dire justement parce qu'il est juge, ça a pris 15 ans avant que le dossier se règle, parce qu'on voulait pas avoir d'un côté comme de l'autre là, donner une espèce de favoritisme là, tu sais, ou une allure de favoritisme, on voulait pas que ça transparaisse. Donc, est-ce que ça lui a nuit? Est-ce que ça l'a aidé? C'est difficile de répondre à cette question-là. OK. Pour couvrir, est-ce que c'est différent? Mais toi, tu dis, je fais toujours le même travail, mais quand tu sais que c'est plus gros, est-ce qu'il y a des qualités particulières qui t'ont servi, l'expérience un peu déjà? Mais en fait, je pense que sur un dossier qui s'étire pendant 15 ans, c'est vraiment de pas le lâcher. C'est un peu ça, là, tu sais. Puis quand je regarde, mettons, moi, les journalistes avec qui j'ai couvert le procès en 2012, il y en a un seul aujourd'hui qui est encore journaliste, parce que les autres le sont plus, là, ou ont pris leur retraite, ou ont choisi d'autres carrières. Donc, c'est un défi quand même, là, de choisir et de continuer de couvrir ce procès-là pendant 15 ans. Puis ça a été un privilège pour moi parce que je suis encore au Journal de Québec. J'ai couvert cette affaire-là. On m'a laissé toute la place pour pouvoir le faire. Mais il y a plein de raisons. Il aurait pu arriver plein de choses qui font en sorte que j'aurais pas pu le faire. Catherine, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit les journalistes d'enquête, ils veulent tout le temps des scandales, les autres, ils vivent de scandales. Ils aiment couvrir des scandales. Alors, remarque, il y en a des scandales, faut les couvrir, là, mais tu sais que vous aimez particulièrement quand ça brasse, quand c'est... Nous, on aime la nouvelle. Tu sais, pour moi, la nouvelle, là, c'est quelque chose d'intérêt public. Que quelqu'un, tu sais, que quelqu'un à quelque part là préférait que ça sorte pas, mettons. Fait que c'est sûr que plus le secret est gros ou plus on essaie de cacher quelque chose, plus le scandale est gros. Mais par exemple, dans l'affaire Jacques Delisle, il y a des gens, tu sais, les gens qui seraient tentés de nous dire qu'on est sensationnaliste avec l'affaire Jacques Delisle, là, prenez un pas de recul, là. L'affaire Jacques Delisle, elle est sensationnelle en soi, là. C'est une série de rebondissements. Moi, j'invente pas les rebondissements, je les couvre et je les rapporte. Elle est là, la nuance. OK. Y a-tu un moment dans toi comme personne, t'as été plus émotive dans l'ensemble de ta couverture de Jacques Delisle? Ben, il y a eu des moments forts, là. Oui. Il y a eu des moments... Bon, t'es pas là tout le temps, nous autres, c'est pour ça que je t'en parle. Je suis un peu curieux, puis tu sais une chose. Je vais te laisser répondre, mais je veux juste te dire que quand on étudie en journalisme, les gens le savent peut-être, mais le début du journalisme écrit, c'est des faits divers. Des faits divers, ça a toujours intéressé. Je pense pas que je t'apprends ça, là. Oui, puis les faits divers, c'est des histoires aussi qui sont humaines, là. C'est des gens qui vivent un drame, c'est des gens qui ont des choses à raconter. Ça peut être quelqu'un à côté de chez vous. Oui, c'est... Puis tout le monde connaît quelqu'un qui a vécu quelque chose ou par la bande, tout ça. Donc, là, en revenant à l'émotivité... Ben, le jour du verdict, là. Tu sais, en juin 2012, quand Jacques Delisle est reconnu coupable, il y avait dans cette salle-là une tension à couper au couteau, d'abord. Et quand Jacques Delisle a été reconnu coupable de meurtre prémédité, à l'époque, il avait 77 ans. Là. Puis là, c'est une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. C'est quasiment une peine de mort. C'est une surprise, entre guillemets, au plan journalistique? Tu sais, t'as couvert ça, puis tu mets A plus B, puis ça pourrait... Tu sais, il y a personne qui... C'est pas une question de faire des gageures là, à Las Vegas, tu comprends mon point, mais c'était une grande surprise? Mais ce qui était surprenant, c'est que Jacques Delisle n'ait pas témoigné pour sa défense. OK. Ça, c'était surprenant, parce que son témoignage avait été annoncé le vendredi, puis le lundi matin, bang, revirement de situation, vient pas témoigner. Est-ce qu'on a su, est-ce que toi, comme journaliste, t'as su ou t'as présumé pourquoi il est pas allé? Ben, on a un début de réponse qui a été donné par Jacques Delisle lui-même des années plus tard. Okay. Semble
semble-t-il là, qu'il était prêt à témoigner, là, qu'il voulait témoigner, et son témoignage aurait été à l'effet qu'il avait aidé sa femme à s'enlever la vie en lui fournissant une arme chargée, mais que c'est elle qui aurait fait feu. Donc, semble-t-il qu'il devait témoigner à cet effet-là, mais que dans les jours précédant son témoignage, il aurait été convaincu par des membres de sa famille de ne pas le faire pour ne pas nuire encore davantage à la réputation, et que de toute manière, dans cette affaire-là, la preuve de la couronne aurait pas été assez forte pour le condamner. Dis-moi, si on parle un petit peu de la saga, les dessous de ça. Toi, la première fois que tu as entendu parler du juge de Lille, c'est quand? Parce que tu commences à couvrir, mais tu me dis que c'est 3 ans après l'événement. Ouais. Tu avais juste vu la nouvelle, mais... Ouais, j'avais vu la nouvelle, évidemment. Tu connais pas le juge de Lille tant que ça, là. Non, puis moi, le juge de Lille, là, je ne l'ai jamais vu comme juge à la cour d'appel. Moi, Jacques de Lille, je ne le connais que comme accusé. OK, je comprends. Je le connaissais pas avant, je l'ai jamais vu. Tout le temps que tu as passé avec lui, c'était le temps qu'il était accusé. C'était vraiment dans le cadre du procès. Donc, l'affaire Jacques de Lille, je l'ai vue venir parce qu'elle était sur mon agenda. Oui, je comprends. Oui. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là. Là. Dis-moi, est-ce qu'il y a un moment où c'est devenu une obsession? C'est-à-dire que ça a été gros comme couverture, où tu disais, ben là, ça prend beaucoup de mon espace au 2e étage, ça prend beaucoup de mon temps, puis à moins que tu me dises ça n'a jamais été une obsession, mais ça m'impressionne, moi, de voir quelque chose, tu sais, t'as couvert quelque chose qu'on reverra peut-être pas, on souhaite pas avoir de ce genre d'histoire-là, mais c'est quand même, dans les 100 dernières années, il n'y en a pas eu beaucoup, là. Mais c'est pas une obsession, mais j'avais pas une obsession pour l'affaire, mais j'avais quand même une obsession de suivre les moindres rebondissements et d'aller au bout et de ne rien manquer. Puis tu sais, moi, pendant l'affaire de Lille, j'ai eu 2 enfants, là. J'ai eu 2 congés de maternité. Puis la dernière chose que je faisais avant de partir en maternité, c'était de refaire un petit check, là, pour voir si le ministre, finalement, avait rendu une décision par rapport à ça. Puis la première fois que je faisais en revenant, c'était de refaire un petit check pour voir si le dossier avait bougé. Et Jacques de Lille, en 2021, le ministre de la Justice, finalement, a ordonné un nouveau procès. Au fédéral, hein? C'est le fédéral? Exactement. Okay. David Lametti, au motif, là, qu'il était convaincu qu'il y a une possible erreur judiciaire dans cette affaire-là. Et moi, à ce moment-là, je suis en congé de maternité et j'appelle mes boss puis je leur dis... Non, là, faut que j'écris demain matin, là-dessus. je rentre... En fait, aujourd'hui, j'écris là-dessus puis demain matin, je suis au palais de justice parce que là, Jacques de Lille va sortir de prison. C'est sûr, je suis là. Fait que, tu sais... Fallait. Non, mais dis-moi, Catherine, peut-être t'as pas la réponse, mais l'impression qu'on a, c'est que c'était... J'ai écouté beaucoup de commentateurs, probablement lu tes commentaires aussi. Quand le juge fédéral fait ça, j'ai senti qu'il y avait comme quelque chose d'étonnant là-dedans. Ça semblait pas aller de soi. Il y a beaucoup de commentateurs, tu sais, puis des Yves Boisvert, tu sais, des gens qui sont là-dedans depuis longtemps qui disaient pas que c'était une erreur, mais ils disaient juste, c'est étonnant qu'il nous arrive avec une affaire comme ça. Puis c'est là que, c'est probablement que là, qui s'est aggravée l'idée que, c'est le juge de Lille, on sait bien. Tu sais, on peut expliquer ça. Ben, donc, mon point, c'est est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu l'as vu? Tu l'as auprès de tes collègues? Comment ça se fait que le ministre fait ça? C'est pas fréquent, là. Mais non, c'est pas fréquent et c'est très rare même que le ministre de la Justice ordonne un nouveau procès dans des circonstances comme ça. Puis dans l'affaire de Jacques de Lille, il faut dire que ça faisait quand même 6 ans que le ministre se penchait là-dessus. Il y avait une dizaine d'expertises scientifiques qui avaient été soumises. Parce qu'on se souvient, tout ça, c'est une guerre d'experts, là. Il y a une fameuse tache de noir, de fumée. Ça se peut-tu, ça se peut pas, puis la fumée, exact. C'est vrai, hein? Et quand le ministre rend sa décision, et il la motive pas. Il est pas obligé de dire pourquoi il ordonne un nouveau procès, autre que de dire qu'il pense qu'il y a une erreur judiciaire. Ouais. Et du côté de la couronne, le procureur en chef à l'époque avait envoyé 2 lettres au bureau de Lametti en disant pointez-la nous l'erreur judiciaire. Et c'est des lettres qui n'ont pas eu de réponse. Donc c'est sûr qu'il y a une espèce d'aura de mystère autour de ça, surtout que quelques années plus tard, on va apprendre qu'en 2017, il y a le groupe de la révision des le groupe des révisions de la révision des condamnations criminelles, la GRCC, qui va produire un rapport en 2017. Et dans ce rapport-là, c'est pas écrit que Jacques de Lille est victime d'une erreur judiciaire, là. Donc, en 2017... Ça aurait dû l'être, dans le fond, comme c'est eux qui se sont penchés là-dessus? En 2017, dans le fond, on a l'impression que le groupe qui étudie la demande de révision ministérielle de Jacques de Lille voit pas d'erreur judiciaire. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aura un nouveau procès? Mais en 2021, mais là, le ministre Lametti ordonne un nouveau procès. Et lui, il pense qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y a une erreur judiciaire. Là, on sait qu'il a consulté d'autres juristes là, pour avoir des avis juridiques et tout ça, mais
le ministre Lametti n'a jamais motivé sa décision. Fait que peut-être que ça peut soulever des questions, en effet. Puis est-ce qu'il y en a eu des questions? Est-ce que des procureurs puis des avocats qui sont vraiment élevés contre ça, ils comprenaient pas? Ben oui. Ça fait quasiment de l'acharnement juridique aussi. Ben, remarque, pour lui, entre guillemets, c'était une possibilité de libération, là. Oui, puis en fait, après l'ordonnance du nouveau procès, Jacques Delisle est sorti de prison en attente du deuxième procès. Donc, il avait passé quand même près de 9 ans derrière les barreaux. Commence à être plus âgé aussi, là. Bien sûr. En 2021, retrouve sa liberté dans l'attente des procédures judiciaires. Et là, bon, il y a eu toutes sortes de rebondissements là-dedans, là, mais après ça, il y a eu... Je me rappelle même plus, il y a eu tellement de rebondissements, mais rendu là, après, en 2021, donc, ça va-tu assez vite pour la suite des choses après? En fait, il sort de prison en 2021. Okay. Et là... Là, il est libre un bout, là, dans le fond, jusqu'au... Ben là, c'est ça. C'est que là, la défense, les avocats de Jacques Delisle vont déposer une requête en arrêt des procédures. Donc, vont demander l'avortement du procès. C'est vrai, il voulait que ça soit. Au motif que le pathologiste, les experts de la couronne là-dedans avaient mal travaillé, avaient fait une mauvaise autopsie et qu'il manquait des éléments scientifiques et balistiques pour pouvoir présenter une défense. Okay. Et ça, en 2022, la Cour supérieure va leur donner raison. Et il y aura un arrêt des procédures. Jacques Delisle va être libre de toute accusation. Mais la couronne ne laissera pas passer ça, va mener en appel, et en appel, on va casser cet arrêt des procédures-là. Ce qui fait que je pense qu'en 2023, là, on est encore en attente d'un nouveau procès. Donc, en 2023, on se retrouve là où on était en 2010, quand on était en attente du procès. Okay. Exact. Et au bout de quelques mois, il va y avoir des discussions entre les parties. On appelle ça des séances de facilitation. Donc, les deux parties vont discuter avec un juge à la retraite et pas n'importe quel juge. Le juge qui est attitré à cette médiation-là, si on veut, c'est le juge Claude Gagnon, qui était le juge qui chapeautait le procès. Quand 2012, même, OK. Et qui signe d'ailleurs la préface de mon livre. Donc, le juge Gagnon va, par un moyen assez astucieux, en venir à faire en sorte que les deux parties s'entendent. Ils s'entendront pas sur les faits, mais ils vont s'entendre sur le chef d'accusation et la peine à imposer. Et tout ça fait en sorte que, en mars 2024, Jacques Delisle, qui a passé 15 ans de sa vie à dire qu'il n'y avait rien à voir dans le décès de sa femme, qui clamait son innocence, va plaider coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. Il va reconnaître avoir aidé sa femme à s'enlever la vie en lui fournissant une arme chargée, mais maintient que c'est elle qui aurait fait feu. Et tout de suite, la couronne va dire, ben écoutez, nous, on est d'accord avec l'accusation d'homicide involontaire, mais on continue de croire que s'il y avait eu un deuxième procès, Jacques Delisle aurait pu être reconnu coupable de meurtre prémédité. Donc, les parties... Et ça, on voit jamais ça. Là. On voit jamais ça là, dans un plaidoyer de culpabilité. Mais les deux parties s'entendent pour ne pas s'entendre. Donc, les faits, là, on n'est pas d'accord. Mais les deux, on est d'accord pour que Jacques Delisle plaide coupable à homicide involontaire. Il y a eu une journée de prison supplémentaire auprès de 9 ans qu'il avait déjà purgé. Et en mars 2024, le dossier était clos. Est-ce que toute la lumière a été faite sur cette affaire-là? C'est ça ma question qui s'en vient. Est-ce qu'on a connu la vérité? À ton avis? Là... Ben non, tu peux pas me dire si oui ou non, mais... C'est probablement ce qui fait que ça intéresse tant ça passionne tant le monde, cette histoire-là. Oui, c'est un juge, sa femme, on comprend tout ça, mais au bout de la ligne, on a l'impression, tu sais, je ferai une comparaison un peu boiteuse, mais pour le public, pour le grand public, et non pas pour les connaisseurs, mais l'affaire O.J. Simpson, c'est la même affaire. On se ramasse à un double meurtre, il y a pas eu de meurtrier. Pense-y, O.J. Simpson. Les Américains que tu crois sont là, c'est tout le temps, eux autres, c'est basta, ils comprennent absolument rien. On dit, il y a eu un double meurtre, mais il n'y a jamais eu de meurtrier. L'histoire on saura jamais, probablement. Mais c'est ça avec l'affaire de Delisle, c'est que vu que les parties... C'est pas exactement ce qui s'est passé. C'est ça, vu que les parties impliquées directement dans cette affaire-là ne s'entendent pas sur ce qui s'est passé, ben là, on fait quoi, tu sais? Puis la justice, elle a quand même un devoir aussi de faire éclater la vérité, et peut-être que là-dessus, ben on a peut-être failli un peu. Est-ce que ton entourage te parlait de ça? Toujours. Tes collègues, mais qui surtout? Ben la famille, évidemment, ben ton chum, la patente, les enfants, t'es plus jeune un peu, là, moins d'intérêt. Je veux dire, à chaque partie de Noël depuis 2012, c'est sûr. Je vais parler de l'affaire de Delisle, puis quand, évidemment, mais ça va être jusqu'à ta mort, excuse-moi, là, puis je te souhaite de vivre jusqu'à 96 ans, Catherine. Mais c'est parce que c'est une histoire trop gros. Fascine, exact, c'est fascinant, puis tout le monde a des questions, puis au-delà de mes proches, je veux dire, moi, je reçois régulièrement des courriels, là, de gens qui ont des questions, là, qui ont vu la série documentaire qu'on vient de sortir, qui s'appelle l'affaire de Delisle, ou qui ont lu la réédition
l'édition de mon livre. Et là, tu sais, on a des questions, on m'envoie des questions, mais on m'envoie aussi, voici mon hypothèse, voici ce que moi j'en pense. Vous pensez quoi de telle affaire? Donc, Sherlock Lamontagne, c'est ça? Non, mais des fois, c'est Sherlock Tremblay puis Sherlock, tu sais, Baudouin qui m'appelle. Et ça peut aller jusqu'à quelqu'un qui est aux prises avec son frère, qui, tu sais, des vraies histoires. Non, ok. Non, c'est vraiment, c'est parce que les gens sont vraiment, c'est ça, c'est fasciné le mot, là. Quand Jacques Delisle est sorti de prison, là, en 2021-2024, il était libre. Le nombre de messages que j'ai reçus, là. J'ai vu le juge à tel magasin. J'ai vu le juge pendant que je promenais mon enfant. J'ai vu le juge, il marchait sur telle rue. Il y avait vraiment quelque chose, là, pour cette affaire-là. Est-ce que, là, c'est drôle, ma question est bizarre un peu, mais il est mort à quel moment dans toute cette affaire-là? Parce qu'il est décédé. Il est après décédé. que tout soit réglé, ou? Ouais. Il y a eu le temps de il a tout réglé, entre puis il est guillemets, décédé. savourer une décision qui probablement était la moins pire? Ben, le dossier s'est terminé, là. Ça, c'était quasiment un miracle en soi, là, parce que, là, en mars 2024, après 15 ans de procédure, Monsieur Delisle, qui était à l'aube de ses 90 ans, qui était plus affaibli aussi, là, difficulté à entendre, à se déplacer aussi. Est-ce qu'on aurait vraiment pu tenir un deuxième procès, là? La question se pose. Donc, en mars 2024, tout ça se termine, juridiquement parlant. Et en août 2024, on apprend son décès. OK, donc c'est 6 mois plus tard. D'une certaine façon, c'est pas. Est-ce que tu t'es épargné, c'est-à-dire de pas trop aller sur les sites de médias sociaux où il y avait toutes sortes de monde qui disait toutes sortes d'affaires sur la famille puis tout ça, j'imagine que ça t'intéressait pas. Mais j'essaie généralement de me protéger de ce bruit-là. Penses-tu comme journaliste qui était souvent à couvrir du judiciaire que t'es vu comme une journaliste judiciaire dans le fond? Est-ce que tes collègues te voient comme ça? Non, mais c'est vrai. Je sais pas. Non, mais autrement dit, si on te voyait aller au sport, on ferait un saut. Mais oui, au sport, oui. Beaucoup. Non, mais dans le sens où il y a des journalistes des fois qui font des 180, qui veulent changer, ils veulent faire d'autres choses, ils ont besoin de, tu sais. Mais t'as des journalistes, mettons, je prends François Bourque, qui, pour moi c'est un gars du municipal, il a toujours été là-dedans, tu comprends? Oui. Fait que toi, je pense que maintenant c'est un peu remarque bien que. Mais je suis polyvalente, là, dans le sens que moi, je suis une journaliste d'enquête qui s'intéresse aux affaires judiciaires, criminelles, policières, mais j'écais ici sur la consommation, j'écris... toujours dans le principe d'enquête, c'est ça que tu dis? Toujours dans le principe d'enquête. OK, fait que toi, j'allais dire, ça serait impossible. Il y a rien d'impossible dans le journalisme, là. Mais c'est toujours lié aux enquêtes. Dans le fond, suivre un accident sur la capitale, t'es plus là. À moins que ce soit un remplacement des fêtes, mettons. Non, mais à moins que ce soit un accident sur la capitale qui implique des membres de gangs de rue qui sont liés de près ou de loin dans la guerre des stupéfiants à Québec, puis que c'est un règlement de compte, là, j'embarquerais, mais en effet, sinon, non. Mais t'as pas eu, dans le dossier de Lille, c'est autre chose, là, mais tu sais, ceux qui sont dans le bureau d'enquête, il y a des journalistes qui sont déjà fait poivrer aussi. Il y a pas un petit élément de peur là-dedans, non? Pour toi, là? Ça dépend sur quoi j'écris. Oui, c'est sûr que... Non, des représailles, après, je comprends. Avoir une balle dans la porte en avant de la maison, c'est pas idéal, là. Je dis pas que ça t'arriverait, mais t'es d'un monde plus proche que le gars qui était au Tim Hortons qui fait des bangs, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ta job, vu que t'écris des fois sur des bandits, des criminels, des têtes brûlées, je sais pas, je me pose la question parce que c'est dans l'air quand t'es là-dedans. Là. Bien sûr, on est conscient de ça, là. Mm-hmm. On est conscient de ça, puis on fait tout ce qu'on peut pour pas que ça arrive. Maintenant... Mais tu crains pas, dans le fond? Ben, je crains pas. Ça serait bien prétentieux de dire que je suis au-dessus de tout ça puis que je crains rien, là. C'est sûr qu'il y a eu des moments dans ma carrière où j'écrivais sur des choses qui étaient un petit peu plus sensibles, puis qui étaient un petit peu plus tannants, mettons. Ouais. Mais on a pris des mesures à cette époque-là. Est-ce que tu pourrais me dire, sans me dire quoi, qu'il y a des choses sur le procès de Delisle que tu sais puis que le public sait pas? Mais je te demande pas de me dire quoi, mais est-ce qu'il y a des choses que toi, tu peux juste me dire, il y a des choses que j'ai su, j'ai jamais pu écrire là-dessus, puis je pense que le public ne le sait pas non plus. C'est une bonne question. Mais j'ai l'impression, écoute, j'ai l'impression que 99,5% des affaires que je sais sur le procès de Lille se retrouvent dans le livre. Dans le livre, OK. Puis, il faut dire là que avec la sortie de ce livre-là, j'ai appris des affaires, là. Fait que ça faisait 15 ans que je le couvrais, mais il y a des affaires que je ne savais pas. Comment? Explique-moi pourquoi. Ben là, ça serait te révéler le punch du documentaire et du livre. Fait que je vais pas le faire. Je vous invite plutôt à aller voir. Ben oui, pourquoi pas. Ces projets-là. Mais moi, il y avait une pièce, là, que je voulais beaucoup et que j'avais pas obtenue avant récemment. C'était l'interrogatoire de Jacques Delisle. L'interrogatoire de Jacques Delisle. Le premier, ouais, OK. En 2010, quand il est arrêté pour le meurtre de son épouse.
épouse. Ça avait pas été déposé en preuve au procès. Et au bureau d'enquête, j'ai réussi à obtenir justement là, des extraits de cet interrogatoire-là qu'on relate là, de long en large dans le livre. On en montre aussi dans le documentaire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose... Je voulais cette pièce-là parce que c'était de nous replonger à une époque où... Mais là, c'est réel. Tu sais, Jacques Delisle est vraiment arrêté. Il est accusé pour le meurtre. On l'amène en salle d'interrogatoire. Et à ce moment-là, les policiers sont convaincus qu'il va rien dire. C'est Jacques Delisle. C'est un juge à la retraite de la cour d'appel. Son avocat, c'est Jacques Larochelle. Combien de temps qu'il a parlé pour le fun, en gros? 1h30. Aïe aïe. Contre toute attente, il parle pendant 1h30. Et il va dire des choses, évidemment, qu'il va nier être impliqué dans le meurtre de son épouse. Mais on va voir certains traits de comportement. Par exemple, en début d'entretien, l'enquêteur Dave Dufour va lui demander et va lui dire en fait moi je prends pour acquis que vous connaissez vos droits, ça me fait drôle de vous lire vos droits. Et là le juge Delisle va le reprendre tout de suite en disant avez-vous des enfants? Puis là Dave Dufour un peu sonné dit oui j'en ai 2. Il dit on dit pas prendre pour acquis, on dit tenir pour acquis. Et là Jacques Delisle va corriger en fait l'enquêteur Dufour sur son français. Et là, faut quand même se mettre dans le contexte. Là, on est dans un interrogatoire pour meurtre prémédité. Donc, ça peut montrer un peu le caractère du personnage. Ouais, exactement. Puis il y a quelque chose. Ben ça, c'est intéressant. J'allais te poser la question. Est-ce qu'on sent que l'expérience juridique, la procédure juridique, lui, elle connaît tellement. Fait que ça paraît dans ses interrogatoires, ça doit paraître. Mais évidemment. Il sait de quoi il parle en avant. Jacques Delisle est avocat pendant 25 ans, il était la course. Mais ceci dit... c'est pas un témoin habituel et banal. Non. Mais ceci dit, c'était un avocat civiliste. Hein, c'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup de criminel. Très peu de pénal, zéro. Mais en même temps, je veux dire, Jacques Delisle, c'est un homme extrêmement intelligent, qui avait un avocat extrêmement réputé aussi, là, donc qui était quand même bien équipé. T'as couvert ça longtemps. Et évidemment, on t'associe encore au juge Delisle, mais t'aurais pu aussi te blaser. Il y a pas des moments où tu disais, là, je vais se passer ma vie à écrire sur le juge Delisle. Ça peut arriver un soir, t'es dans l'auto, tu dis, je sais pas. Sans être, mais tu peux être fatigué. À un moment donné, tu dis, tu es fatigué physiquement, t'as pas dormi beaucoup, puis là, tu dis, Delisle, ça va être beau, là, je pourrais faire d'autres choses. Ben, il y a eu des périodes de pause aussi, là. Faut dire que pendant tout au long de l'enquête. Le bébéisme t'a aidé un peu aussi, parce que c'est une période, bien sûr, mais pendant tout au long de l'enquête du ministre de la Justice, il y a quand même eu 6 ans. Ouais, quand même. Il y a eu des petites couvertures, là, mais c'était pas, ça a pas été 15 ans de couverture soutenue. Ceci dit, dans la dernière année, quand j'ai rédigé, le dernier procès, l'affaire Jacques Delisle, il y a des moments où j'avais hâte que ça finisse, là. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps, je pense que la magie est moins là. Ouais, puis t'as peut-être peur d'être redondante aussi. Mais aussi, puis tu sais, moi c'est des affaires que je trouve quand même intéressantes, d'intérêt public, mais est-ce que ça va être reçu pareil pour le lecteur? Visiblement oui, là, parce que les commentaires qu'on a sont bons. Mais même si j'ai eu des moments de découragement là-dedans, je tenais vraiment à boucler la boucle. Je me serais mal vue, mettons, de pas rééditer cet ouvrage-là, puis juste de poursuivre. Là, j'avais besoin de mettre un point un peu à cette affaire-là pour mieux tourner la page. Oui, est-ce que tu t'es déjà posé la question, puis d'ailleurs c'est juste le temps qui va te le dire, est-ce qu'avoir couvert quelque chose d'aussi gros, d'aussi grand, d'aussi médiatiquement dominant peut faire que tu vas trouver le reste plate? Tu comprends? Ben non, parce que Delisle, c'est pas toute ma vie, là. Je veux non, dire, mais c'est tellement extravagant par rapport à je dis pas que c'est on en a eu d'autres, tu sais, au bureau d'enquête, là, depuis 2021, on a sorti des histoires rocambolesques, là, qui ont quand même qui m'ont mobilisé beaucoup, puis dans lesquelles je me suis investie, là. Donc, tu sais, c'est sûr que Delisle, c'est une histoire exceptionnelle de par sa durée et du nombre de rebondissements, mais c'est pas l'histoire qui me définit en tant que journaliste. Moi, je vais te dire quelque chose parce que c'est mon métier de journaliste, j'ai plus de temps pour lire puis regarder tout ça qu'avant, mais souvent, je vais te le dire, c'est un compliment pour toi et votre équipe puis la gang de Québécois. Souvent, je me dis, par chance qu'il y a le bureau d'enquête, parce que on a l'impression que le gouvernement, toutes les histoires qui sont pas scabreuses, juste scabreuses parce que c'est violent puis parce qu'il y a du sexe ou de la drogue ou de la violence, mais dans le sens où c'est impensable ou que c'est injuste, tu comprends? Fait que le bureau d'enquête, c'est ça aussi. Ben oui, là, je sais que l'on parle de justice, mais quand on dit, regarde, les dépenses folles, ça nous rend fous aussi, puis en même temps,
Sais-tu, c'est quoi on se dit? Normalement, c'est un peu comme quand je faisais de la radio, des fois je me disais, comment ça se fait que c'est nous autres qui a des solutions à proposer? On n'est pas au gouvernement. Est-ce que vous posez vous pouvez vous le faire dire? Ça n'a aucun sens. Ben, en fait, je pense que c'est le propre là, du bureau d'enquête. Puis là, tu parles de dépenses farfelues. Là, regarde là, ma collègue Annabelle Blais et Dominique Cambron-Goulet ont passé l'année dernière à écrire là, sur les dépenses pharaoniques et de luxe là, des dirigeants de l'OCPM. Ça a amené à toute une crise au sein d'organisation. Juste en ce moment, là, ce qui se passe avec les fling-flang du Parti libéral du Québec, ça aussi, ça part du bureau d'enquête. Oui. Donc, c'est sûr que moi, c'est moins mon terrain de jeu, mettons, là, ces enquêtes-là, mais c'est des enquêtes qui sont extrêmement pertinentes, là. Et quand je les vois aller, moi, mes collègues, je les salue, là. Je trouve ça, c'est hautement d'intérêt public. Puis c'est vrai, c'est que si il y a pas des journalistes qui sont là pour creuser, avoir des sources, poser des questions, puis mettre à jour ces éléments-là, ben, on le saurait jamais. On le sait maintenant, la crainte qu'on a, c'est que ça change pas tant que ça, malgré tout, là. Mais vous faites des retours, je trouve ça intéressant. Mais je lance cette fleur-là parce que on le dit souvent, puis je suis pas sûr qu'on vous le dit, c'est pour ça que ça me fait plaisir de le dire là, parce que on se dit des fois, entre amis, on se dit, si le bureau d'enquête n'est pas là, jamais qu'on entend parler de ça, jamais. Puis en même temps, les ministères, c'est vrai pour les villes aussi, as-tu pensé le terrain? Dans le fond, vous manquerez jamais de sujet, c'est ça que ça veut dire. Ah non. Puis la vraie vie, OK, dis-moi, évidemment, c'est pas des noms que je veux savoir si ça se peut. Ça me semble impensable que ça se puisse pas, que des gens de l'interne parlent parce qu'ils trouvent ça aussi scandaleux que nous autres. Tu comprends? Moi, je suis dans le business, je suis dans un ministère, puis je vois les gens se pogner le beigne à 8 mains, puis charger des choses qu'ils font pas, puis tout à un moment donné, je me dis, je vais être porté à aller au bureau d'enquête. Parce que je me dis, ils vont probablement... Non, mais tu comprends, Catherine, je dis pas ça parce que c'est devant moi. Il y a bien des gens qui pensent de même en se disant... On va aller dans le journal parce que le gouvernement, il se passe rien. Ben, on les invite tous, ces gens-là, à nous contacter au bureau d'enquête de Québécois. On est une équipe motivée et dynamique qui sont prêtes à vous écouter. Ben, merci d'être passée, Catherine. C'est très gentil. Catherine Lamontagne, journaliste pour le Juge de Lille. On dit blague. Là, juste et bon succès. Salut.